lecture de juin. Voilà, donc je vous signale et je vous le dis tout de suite, j'aurai la même tête pendant les 3 prochaines vidéos, donc celle-ci et les 2 suivantes, parce que je profite, c'est relatif, je profite d'une accalmie dans la chaleur de mon appart, puisque je suis tombée en 2 nuits de 29,8 à 28,1. Ouais, j'ai gagné 1,8 degré. Ça va pas durer longtemps parce qu'ils nous annoncent 35 à 36 la semaine prochaine et le matin 27 à 28. Donc autant vous dire que je tourne les 3 prochaines là maintenant, sinon je vais crever. Voilà. Donc c'est le point lecture de juin. Voici tout ce que j'ai lu. Alors je suis assez contente d'avoir lu tout ça. Voilà. Pour la bonne et simple raison que je ne pensais pas, premièrement, lire tout ça, que j'aurais pu lire plus. Sachant que si vous avez suivi mes pérégrinations, je n'ai pas de box internet et au moment où je tourne, donc nous sommes le mercredi 29, je n'ai toujours pas de box. Voilà, ils ne savent pas quand ils vont me réparer, enfin ils vont réparer la fibre sur tout le monde parce que je ne suis pas la seule impactée. On m'a prêté une box de poche, donc 4G, voilà, à part pour faire les comptes et pour envoyer des mails, je ne peux absolument rien faire avec, voilà, parce que alors regarder un film, ça touche au génie, hein, voilà. Donc heureusement que j'avais téléchargé chez Meilleur Ami quelques films, donc je peux les regarder, puis j'ai toujours mes DVD. Et évidemment, vous auriez pu me dire, oui, mais pendant le temps imparti, tu aurais pu lire beaucoup plus. Non, parce que je ne me force pas à la lecture, vous le savez. Je prévois mes bouquins. Si je veux en rajouter, j'en rajoute. Mais c'est pas parce que j'ai du temps disponible que je passe ma vie à lire. Voilà. Parce que j'aime la lecture, passionnément j'aime la lecture, je pense que vous avez un peu compris. Je lis depuis que j'ai 3 ans, hein, donc j'aime passionnément la lecture. Mais lire pour lire, engranger des pages pour engranger des pages, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si c'est pour pas retenir le bouquin que j'ai lu il y a 3 jours avant ou que j'ai pas retenu le bouquin que j'ai lu il y a 10 jours, je vois pas l'intérêt. Et surtout, parce que j'aime patienter entre 2 romans. Alors, je peux patienter une demi-journée. Généralement, j'aime bien attendre une demi-journée, une journée, parce que j'aime bien apprécier. Alors, si c'est un mauvais, j'enquille tout de suite. Vous verrez pourquoi. Mais généralement, quand j'ai bien aimé, qu'il soit excellent ou pas mal, j'aime bien doser mes bouquins. Voilà, donc je suis contente de ce que j'ai lu et je vais commencer par les graphiques. Les romans graphiques parce que ça sera beaucoup plus simple, je pense tout de suite. Ça vous intéressera peut-être plus ou moins, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le premier en plus que j'ai lu, qui est donc Klaus Barbie, La route du rat. Donc c'est Jean-Claude Bauer et donc Frédéric Brémond. J'arrive pas à l'appeler Brémond. Je l'appelle Brémond, je sais pas pourquoi, je bloque sur ça. Bref, donc c'est un livre, c'est chez Urban Graphic. En fait, ils ont mis le titre La route du rat en parlant de Barbie, mais c'est la route des rats. Vous savez, la filière d'exfiltration des anciens nazis. En fait, c'est un roman graphique. Alors, il y a une préface de Beate et Serge Klarsfeld, et il y a un livret à la fin qui est fort intéressant. Qu'il faut, je pense, si vous ne savez rien de l'histoire de Barbie, vous prenez ce graphique, ce roman-là, vous le lisez et vous apprenez par cœur le livret à la fin. Et je pense qu'après, vous pouvez aller dans tous les dîners mondains et vous savez tout. Voilà, enfin tout, en tous les cas, ce que le commun des mortels devrait savoir. Alors, j'ai rien appris personnellement sur cette histoire, mais j'ai bien aimé le traitement parce qu'on part de la traque de Barbie en Amérique du Sud, ensuite de sa longue demande d'extradition, le journaliste français qui est venu, qui l'a confondu en lui tendant une simple photographie, et donc il y avait ses empreintes et ça a confirmé le fait que Klaus Altmann était bien Klaus Barbie. Et puis évidemment il y a le procès, et puis évidemment il y a tout ce qui a été dit et pas dit, les témoignages, etc. Donc c'est vraiment une œuvre qui est riche, qui est vraiment bien graphiquement bien pensée, qui se met à plusieurs parties, qui explique, voilà, qui revient sur la vie de Barbie pendant la guerre, avant la guerre, etc. Donc il y a beaucoup d'étapes dans sa vie, et je trouve que c'est un graphique qui véritablement
et d'un niveau historique très intéressant et qu'on peut, je pense, donner à des adolescents qui veulent se lancer là-dedans, mais qui ne veulent pas forcément se taper des pavasses. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé lire. Alors comme je vous dis, j'ai rien appris, mais j'ai tellement trouvé ça didactique et intelligent et touchant, émouvant, etc. Et qui revient sur tout ce que ce salopard a pu faire et ordonner de faire, etc. Que voilà. Et après, évidemment, hein, vous savez, les arcanes de ah bah, je suis un peu protégé par les alliés, ah bah, je vais bénéficier de tels appuis et de tels appuis, sachant qu'il y avait évidemment pas mal d'appuis partout. Hein, voilà, donc on va pas revenir sur cette histoire-là. Deuxième graphique, alors c'est une espèce de. Alors je peux pas dire c'est un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur parce que je m'attendais pas à ça. Voilà, oh, déjà d'entrée de jeu la fille. Je l'avais vu passer un peu à droite à gauche, mais je m'en étais pas véritablement occupée. Et je suis tombée sur un article, je sais plus où, dans quel magazine, d'une personne qui parlait des bouquins de sa vie et qui disait que récemment, elle avait lu ceci avec son jeune garçon, qui devait avoir 12-13 ans. Et elle avait été touchée par les différents niveaux de lecture. Donc je me suis dit, oh, tu l'avais noté dans ton carnet à lire, ah bah tu veux le lire, voilà. Donc Accident de chasse de Carlson Blair. Donc là, on est chez Sonatine. Alors, on est à Chicago dans les années 50, fin 50, début 60, avec un jeune garçon dont le papa est aveugle, qui lui sert d'aide à la maison, qui est un écrivain qui reçoit beaucoup de lettres de refus de maisons d'édition, qui est un grand amoureux de la poésie, de Dante, etc. D'ailleurs, il y a des extraits de poèmes, il y a des extraits de Dante, il y a des explications des cycles infernaux de Dante, etc. Enfin, voilà. Et ce jeune garçon est un peu, pas désœuvré, mais bon, il traîne un peu avec les potes, et les potes veulent impressionner un peu le caïd du coin. Je rappelle qu'on est donc... voilà. Et, et donc, il est donc en 1959 dans ce Chicago tenu un peu par la mafia. Et ce gamin, Charlie, il pense connaître son papa par cœur. Il est avec son papa depuis très peu de temps parce qu'il a perdu sa maman et donc il est revenu vivre avec son père. Et en fait, voilà, il n'y a pas de doute sur la cécité de son père, il n'y a pas de doute sur l'histoire de son père. Et ce gamin va se faire entraîner dans un espèce de cambriolage. Il va atterrir en garde à vue et donc son père va venir le chercher et va se passer un événement que je vous laisse deviner qui va amener son père à lui expliquer réellement ce qui s'est passé, le fait que c'était pas un accident de chasse, ça s'est cité, mais autre chose. Et donc les deux, le père et le fils vont discuter, alors s'engueuler, se détester, surtout du côté du fils, mais ils vont discuter. Et son père va expliquer toute sa vie, va expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi, comment il a perdu sa femme, comment il s'est séparé de la mère de ce garçon. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il lui apprend qu'il a fait de la prison, qui il a rencontré en prison, comment il a appris à se débrouiller, comment il a appris le braille, comment il a fait pour s'en sortir après, etc. Moi j'ai trouvé que c'était à la fois émouvant, à la fois beau, poétique, c'est intelligent, c'est des rapports des dessins et puis même une histoire qui peut ouvrir la discussion avec votre enfant. C'est pas donné parce que ça fait 29 €, mais honnêtement ça vaut largement le prix. Il y a des encarts sur les travaux d'écriture du papa et puis il y a l'histoire du papa en prison. Moi j'adore le dessin qui est tout en espèce de gris, noir, blanc. Qui ne souffre d'aucun gribouillage superflu. C'est véritablement du truc l'art. Alors c'est découpé selon des chapitres. On apprend à peu près tout. Tous les péchés, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu penser. Et c'est découpé selon Dante aussi. Donc Bibi adorant la Divine Comédie, elle a couiné comme un goré à chaque fois. Voilà. Mais c'est aussi onirique, il y a des pensées,
Il y a des reports, il y a des explications, il y a des volontés de faire comprendre. Et puis, il y a cette relation père-fils, quoi, qui est vraiment très très belle. Donc, ça s'appelle L'accident de chasse de Carlton et Blair. Je vous montre la dernière couverture parce que je trouve que le dessin là est quasiment sublime. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un coup de cœur dans la partie graphique comme Klaus Barbie, mais pas au même niveau, bien évidemment. On s'en serait douté, Lisa. Alors ensuite, après Klaus Barbie, donc j'ai lu ce livre qui, je le dis tout de suite, je mets... Alors c'est pas un warning, je dis tout de suite que si vous n'aimez pas l'auteur, si vous n'aimez pas la personne, l'homme, si vous n'aimez pas le personnage, si vous avez déjà lu et que ça vous rebute son écriture, parce qu'il a une écriture assez particulière, si son univers vous rend malade et vous file des urticaires, n'y allez pas. Voilà, parce que vous allez gueuler comme un veau. Si vous n'aimez pas les mots crus, si vous n'aimez pas sa misogynie aussi, n'y allez pas. Voilà, parce que véritablement, vous allez vous faire du mal, hein, vous allez gueuler tout le long et vous allez faire sûrement de l'autoventilation. Moi, je vous le dis. Alors, moi, j'arrive à dissocier très très bien l'œuvre de l'homme et aussi, je ne prends pas tout comme une agression. Voilà, alors je pense que c'est la vieillesse qui fait ça. Je pense que c'est le recul sur le passé en se disant que c'est pas la peine d'auto-ventiler, de ruer dans les brancards. Ça fera pas avancer le truc. Voilà, alors oui, j'ai lu le manuscrit retrouvé de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle Guerre, donc qui est chez Gallimard. Je vous montre les personnes qui ont travaillé sur le texte parce que ils ont vraiment fait un gros boulot, sachant qu'ils ont retrouvé le manuscrit. Et donc, comme c'est écrit dans le nom, c'est manuscrit. Hein, voilà. Sinon, c'est un tapuscrit. Enfin, voilà. Et ils ont dû refaire un travail éditorial et de relecture parce que c'est noté. Hein, il y a des choses entre guillemets, il y a des choses en italique, il y a des choses entre parenthèses parce qu'il y a des fois où les phrases étaient incompréhensibles. Et d'ailleurs, ils se sont permis de retravailler quelques petits paragraphes ou quelques phrases, mais il le signale. Il y a des mots complètement illisibles, donc au milieu vous avez une parenthèse avec écrit illisible, parce que c'était complètement incompréhensible pour eux, ils n'y arrivaient pas, ils se sont mis à plusieurs et ils n'y arrivaient pas, parce que bon voilà, hein, honnêtement c'est un truc à mettre dans les épreuves de sténo, dactylo, de assistant de direction, hein, parce que vous avez ça, il faut y aller, voilà. Alors le seul truc, c'est que pourtant le livre est neuf, c'est rare chez Gallimard, mais il s'est dépioté. Il y a des mal en coller. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc honnêtement, moi j'aime bien la citation où il dit « J'ai attrapé la guerre dans ma tête ». Et c'est vrai. Alors on est en présence du brigadier Ferdinand qui est dans la Première Guerre mondiale et qui est blessé, qui est laissé limite pour mort sur le champ de bataille et qui côtoie tout ce que vous pouvez imaginer quand des bombes se sont abattues dans un coin, donc la mort, les rats, la puanteur, les viscères par terre, le sang, la merde, les odeurs, les cris des autres, les gémissements de ceux d'en face aussi, et sa propre peur. Et donc il va s'enfoncer petit à petit dans la boue, donc la boue lui rentre par tous les orifices. Il va être retrouvé et il va arriver à l'hôpital. Alors toute la partie où il décrit, qui est sur quelques pages, où il décrit ses ressentis sur ce soldat, ce simple brigadier qui est blessé, qui ne sait pas s'il va s'en sortir, etc. C'est du Céline, c'est-à-dire que c'est véritablement lui qui parle. Après, quand il est à l'hôpital, c'est du Céline, mais c'est plus de l'autobiographie, c'est de l'autobiographie romancée, voire allez-y à la truelle. Alors, c'est un texte saccadé, c'est pas fini, hein, voilà, c'est le premier jet de l'auteur, on va dire, puisqu'il avait pensé l'éditer, donc je pense qu'il y aurait eu un travail éditorial et peut-être sûrement de très grosses relectures par Céline. Ça n'engage que moi, mais je pense que à peu près c'est ce qu'il aurait fait. Et il y a ces développements dans un hôpital avec des garçons qui ont été pris dans la tourmente. Alors il y a des gens qui ont été amputés, il y a des gens qui sont le ventre à l'air, les viscères aussi. Il y en a qui sont juste touchés à la tête, d'autres qui veulent partir. Et donc dans cet hôpital règne une espèce
de Maelstrom, un peu de tout, mais avec bien sûr la diction et les propos de l'époque. Alors vous avez, oui voilà, ceux qui sont outrés peuvent gueuler tout de suite. Évidemment, ça parle de cul, ça parle de sexe, ça parle de filles, avec des mots assez crus, hein, parce que c'est carrément de la chair à baiser, hein, une fille. On parle de pénis, on parle de tout ce que vous voulez dans ce texte. C'est cru, c'est saccadé, c'est au scalpel. Vraiment, ça peut être très vulgaire, très... et il y a des mots d'argot. Alors j'étais assez contente parce qu'à la fin, il y a à peu près 6 pages d'abréviation d'argot. Et j'étais assez contente parce que sur toutes les pages, il y avait peut-être une 15 ou 20 mots que je connaissais pas, ou en tous les cas que je ne... Ouais, il y en a certains que je connaissais pas du tout, mais il y en a certains, je me doutais que c'était ça, mais j'étais pas sûre. Voilà. Alors, je vous le dis, il se fait souvent toucher le zozo. Alors, si vous savez ce que c'est un zozo, voilà. Une fille, bah, c'est juste voilà, bon pour peloter ou sauter. Ça parle de femmes, d'alcool, de guerre, ça parle de vengeance, ça parle de tous les maux qu'il y avait à cette période-là. Et aussi, ça prépare ce que le brigadier va faire après, c'est-à-dire l'embarquement vers l'Angleterre. Alors, c'est un texte qui, pour moi, mais ça n'engage que moi, j'ai trouvé c'est très agréable à lire. Je vous dis, il y a des passages qui peuvent heurter beaucoup d'âmes sensibles. Je n'ai pas une âme sensible, donc du coup ça va. Je ne me suis pas non plus sentie outrée par les propos, sûrement et évidemment infamant qu'il peut dire à l'encontre des femmes ou à l'encontre d'autres personnes. Mais je ne prends jamais les textes au pied de la lettre, donc je ne me sens pas agressée. Je sais très bien que je ne suis pas ce genre de personne, donc je me fous qu'on traite les gens, parce que de toute façon, je ne peux plus rien faire sur le texte. Hein. Le texte a été écrit à l'époque, il a été publié désormais. Voilà, à part d'aller le jeter aux ordures ou alors de le brûler sur une place publique, ce qui est un autodafé et ce qui est une autre forme de censure. Voilà, donc si vous n'aimez pas le personnage, si vous n'aimez pas l'homme, si vous n'aimez pas son écriture, si vous avez déjà lu du Céline et que ça vous débecte, et rien que l'idée de lire ce type, ça vous met un urticaire partout, et du coup vous avez des pustules, c'est une catastrophe, n'y allez pas. Voilà, moi j'ai bien aimé ma lecture, voilà, j'ai trouvé que c'était à la fois sanglant, à la fois... outrageant, à la fois cru, à la fois quelquefois tendre, sur une phrase, hein, faut pas plus, mais que ça dépeignait les garçons de l'époque, enfin pas tous les garçons, mais une certaine génération. Ça dépeignait aussi ce que était la Grande Guerre, les ravages que ça a fait, les moments où on a trouvé que c'était assez horrible. Et enfin voilà, moi j'ai bien aimé ma lecture. Alors après, je vous dis, hein, il y a des moments où je levais un peu les yeux au ciel en me disant oui, bon, ça va. Voilà. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'a complètement halluciné. Voilà. Il y a des explications, il y a un très beau appendice à la fin sur la guerre dans la vie et l'œuvre de Céline. Si vous ne devez lire qu'un texte, je vous lis, hein. Vous achetez pas le livre, vous demandez à ce qu'on vous scanne les pages là. C'est pas très très long, hein, ça fait, je sais pas, même pas une dizaine de pages, ça doit faire, ouais, allez, tout juste presque une dizaine de pages. Si vous devez lire que ça, vous lisez que ça. Et la préface des personnes qui ont travaillé dessus, ça vous suffira vraiment. Alors théoriquement, on n'a pas le droit de faire des scans, mais si quelqu'un veut lire la préface, je peux très bien lui faire lire. Autre livre, et alors là on passe... une autre planète. Là, on passe chez Petit Cœur Lézard. Alors, mes potes m'ont acheté 2 livres. Le deuxième sera au mois de juillet. Le premier, c'était celui-là. Alors, ça s'appelle Élisabeth II ou l'humour souverain de Stephen Clark. Donc, quand un sujet de sa gracieuse majesté parle de sa très gracieuse majesté, au niveau de l'humour. Alors, c'est des racontars, mais vérifiés, des anecdotes, des choses qui sont arrivées devant des journalistes, des propos qui ont été tenus
ou des mots qui ont été tenus lors de discours, lors de remises de médailles, lors de sorties officielles, etc. Alors oui, on parle de bien sûr Sa Majesté, mais on parle aussi de son tendre époux, le duc d'Édimbourg, qui n'était pas, comment dire, c'était pas piqué des hannetons, hein, quand il disait des choses. Alors il pouvait être assez sexiste et misogyne parfois pour certaines personnes. Moi, je le trouvais hilarant. Voilà, même dans les, dans les sorties assez... Ouh, en se disant, ouais, non, là, tu pousses un peu le bouchon trop loin, Maurice, mais... enfin, Philippe. Mais là, honnêtement, ça passe. Et moi, ça me faisait hurler de rire parce que c'est un humour très british, te pince sans rire, et puis moi, ça me fait rire. Voilà. Mais il y a des anecdotes. À un moment donné, une anecdote, elle va dans un endroit hyper connu. Enfin bon, c'est la reine, quoi. En gros, elle est sur tous les pièces de monnaie, les billets de banque, les effigies. Il n'y a pas un endroit dans l'Angleterre où il n'y a pas son portrait imprimé sur une tasse de thé ou quoi que ce soit. Donc tout le monde voit bien la reine. Et elle arrive quelque part, visiblement, bon, elle n'est pas trop entourée, elle est là pour assister, je crois, à une course de chevaux, je crois. Et donc elle arrive sur le parking avec sa petite voiture, parce qu'elle, voilà. C'est la seule personne en Angleterre qui n'a pas le permis et qui conduit, c'est la reine. Bah oui, parce qu'elle décide. En fait, c'est en son nom qu'on donne le permis, donc en gros, elle se l'auto-donnerait à la base. Bon, après, elle l'a appris pendant la guerre, comme beaucoup, donc elle n'a pas passé le permis. On s'en fout. Et donc, elle arrive, et en fait, il y a le gardien qui est là et qui lui dit c'est interdit de rentrer, ma petite dame. Et donc, elle s'est pas départie. Elle a pas dit je suis la reine, machin. Elle a dit bah, allez demander, parce que je pense que j'ai tout à fait le droit de rentrer. Mais allez demander, allez vous en assurer. Et donc, le monsieur a dit après moi, je croyais que c'était une mamie qui s'était égarée. Mais à la façon dont elle répond, elle est ni énervée ni rien. Si vous avez vu les films qui sont diffusés par la BBC, qui sortent de ses archives personnelles, c'est quelqu'un qui sait rire. Si vous l'avez vu dans des courtes, enfin dans les courses de chevaux, que ce soit Epsom ou Ascot ou etc. Elle a été vue dans sa tribune, dans son box, à se marrer. Elle se marrait beaucoup avec Philippe, avec son mari. Et d'ailleurs, les gens qui ont travaillé pour eux disaient que de temps en temps, c'était celui qui la faisait rire le plus. Alors je pense qu'on ne vit pas aussi longtemps avec quelqu'un qui ne vous fait pas rire, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous vous emmerdez. Mais moi, c'est truffé d'humour britannique. Moi, ça m'a fait hurler de rire. Alors tout le monde y a droit. Hein, tout le monde en prend pour son grade. À un moment donné, quand elle est à peu près à son couronnement, elle a quand même lancé à l'archevêque de Canterbury, enfin le truc qui, enfin, vous savez, pas drôle, enfin qui était drôle, mais qui pas drôle, qui lui a dit, enfin qui lui fait, sa tenue était très lourde, la, la, la tiare, la couronne est très très lourde. Elle l'a dit dans un documentaire en disant que ça avait été un enfer absolument à porter. Et elle lui a simplement dit donnez-moi donc un peu d'élan, style vas-y, tu peux mettre les mains aux fesses, parce que là, elle n'aurait pas remonté là-dessus. Mais elle l'a pas dit de mon ton à moi, mais elle le dit d'une façon où c'est pince sans rire, et elle a ses yeux, alors je sais pas si vous avez vu, mais elle a ses yeux malicieux. Alors allez voir 2 vidéos, elles sont sur YouTube. La première vidéo, c'est celle où elle avait James Bond pour l'ouverture des Jeux Olympiques de 2012. On a assisté à ça sur grand écran. On était tous écroulés de rire. Et quand elle se retourne et qu'elle dit bonsoir, monsieur Bond, vous voyez son œil qui frise et son petit sourire. Et vous savez qu'elle se marre à l'intérieur d'elle-même d'avoir fait ce genre de truc. Et le dernier en date pour son jubilé de platine, c'est quand même prendre le thé avec Paddington, quoi. Sortir le sandwich à la marmelade en disant moi aussi. Mais vous avez de l'humour quand vous faites ça. Voilà. Alors moi, je me suis marrée parce que j'ai trouvé ça déjà choupiné. J'ai pleuré quand Paddington lui a dit merci madame pour tout. Moi j'étais au bord des larmes, hein. D'ailleurs comme mes potes. Mais c'est de l'humour anglais. Voilà. Alors si vous n'êtes allergique, voilà, c'est un peu comme Céline. Si vous êtes allergique à l'humour anglais, que vous comprenez rien du tout et que ça vous exaspère et que surtout vous supportez pas la royauté, que vous n'êtes pas du tout royaliste et que la reine elle vous file des pustules, n'y allez pas. Voilà. Mais ça serait dommage parce que ça vous serait vous priver de grands mots et voilà. C'est
comme le disaient les Sex Pistols, d'ailleurs après il l'a dit, c'était pas un titre contre la reine, mais c'était effectivement quelque chose qui était pour la reine, voilà. Donc c'est franchement, allez-y, c'est un très bon moment de lecture, puis ça va vous détendre. Alors ensuite, il y a 3 romans. Il y a un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur habituel. Parce que c'est un auteur, depuis que je l'ai découvert, dont je ne peux plus me passer, parce que je trouve qu'il a une plume à la fois au scalpel et à la fois poétique. Oui. C'est David Joy, donc Nos vies en flammes, donc c'est chez Sonatine. Alors on est toujours dans ses pieds aux Appalaches. Là, on est dans une communauté où on va côtoyer des flics, des bons et des ripoux, on va côtoyer des dealers, on va côtoyer un frère et une sœur dont le frère est un junkie et elle qui essaye de le sortir de là. On va côtoyer toute une galerie de personnages d'une réserve indienne Cherokee. On va voir un papa et son fils qui sont plus qu'en froid parce que le fils est camé jusqu'aux os et le papa en a ras-le-bol de récupérer le truc. Et quand ce jeune homme va devoir une grosse somme d'argent au mec du coin, le père va payer, simplement on va retrouver son fils dans une caravane, une seringue dans le bras est mort. Et donc le père va décider de se venger. Et pendant tout ça, et pendant qu'on suit toute cette galerie de personnages qui s'entrecroisent et qui effectivement à la fin tous ces gens ont une ligne directrice et en tous les cas sont sur la même voie, il y a des feux de forêt. Et David Joy nous offre encore un livre où il brocarde la société américaine, alors que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau des opiacés et des antidouleurs qui ont été en vente libre avec l'appui du gouvernement pour rendre les gens accros qui ont basculé après sur les drogues, on va dire plus dures, même si les opiacés, si vous le prenez habituellement, est très gros, bah, c'est aussi une drogue dure. Et tout le marché souterrain. Voilà. Alors, il y va au scalpel là-dessus. C'est quand même de plus en plus noir. Plus on avance dans le roman, plus c'est noir, plus c'est déchirant, plus ça vous serre le cœur. Et à côté, il y a toujours ces descriptions, ce côté nature writing qu'il a, où il vous dépeint sa région, où il vous dépeint des morceaux on dirait des tableaux, ou juste une fumée et des petits morceaux pas de cendres, mais des petits morceaux de bois qui craquellent. Bah, c'est juste beau. Voilà. C'est un roman qui est à la fois émouvant, à la fois... je sais pas comment dire. On voit que la société, il décrit une société qui est au bord de l'implosion, voire de l'explosion atomique complètement. Ça se trouble, c'est profond, c'est déroutant, ça explique les coups de la vie, ça explique la fureur de certaines personnes, l'appel à l'aide qu'on n'entend pas forcément au début. Tout ça avec, je vous dis, avec le cœur qui se serre et qui vous fait des palpitations absolues, où vous vous dites c'est pas possible, c'est pas tenable tout ça. Voilà. Moi je suis arrivée à la fin du roman avec le cœur absolument serré, mais avec des yeux et des billes ouvertes grands comme des soucoupes, parce que pendant que les Appalaches brûlent, il y a toutes ces vies qui sont massacrées aussi derrière. Mais il y a toujours un petit espoir quelque part là, juste caché, mais vous ne le voyez pas forcément, il ne le voit pas forcément. Il y va, à chaque fois ces livres c'est quand même un brûlot contre une certaine partie de l'Amérique, contre une certaine partie de la société, et je trouve que justement il est vraiment très juste. Alors après il y a des gens qui ne l'aiment pas, son écriture, qui n'aime pas l'homme aussi, parce que c'est un mec qui se revendique honnêtement comme un redneck, hein, il le dit, il aime la chasse, la pêche, voilà. Donc moi je suis son compte Instagram parce que j'adore ce type, j'aime bien. Après je ne cautionne pas ce qu'il peut faire ou pas faire, je vous l'ai déjà dit, je sais pas séparer les actes des gens au fait, mais pour moi c'est un auteur majeur. Alors il tourne en France, il était... je sais plus où, mais là il me semble qu'il était à Saint-Maur, parce que je l'ai vu sur son compte Insta. Il a été, je crois,
à Lyon. Bref, il fait une petite tournée française. Donc si vous l'avez pas loin, n'hésitez pas à aller lire aussi ce lien entre nous qui m'a ouvert le cœur 10 fois. Mais tous les livres de David Joyce sont à lire absolument. Et là, le côté tout sombre alors que la terre se brûle, c'est un peu la culture, enfin ouais, c'est l'image de la terre brûlée qui fait que... Alors, mais c'est vraiment très très beau. Alors, ensuite, c'est un roman que je n'avais pas du tout prévu de lire, hein, il n'était pas dans mon planning, mais avec ma copine Rosie, de la chaîne Rosie's Book, j'essayerai de vous mettre dans la barre d'infos si j'y pense, parce que des fois je pense pas, je suis nulle pour ça. Je mets les livres, mais j'oublie des fois les personnes que j'ai citées, mais j'essayerai de la taguer. On a décidé, depuis l'année dernière, où on a fait 2 lectures communes, qui ont été 2 échecs, hein, en gros, enfin pas des échecs pour nous, entre nous, parce qu'on s'entend bien, mais parce qu'on n'a pas aimé les romans. On s'est dit, ah bah tiens, tous les ans, on va se choisir un roman. Et donc cette année, c'est elle qui s'y est collée, donc je pense que l'année prochaine, c'est Bibi qui va s'y coller. Et donc on a cherché, enfin elle a cherché, et elle m'a proposé 2 ou 3 trucs, et on s'est fixé sur celui-là. Oh non, je vous dis, des fois, il y a des expériences qu'il faut faire dans la vie. Hein. Voilà. Donc, on s'est fixé sur Serena Giuliano Mamma Maria, qui a quand même... Alors, ça, c'est chez Pocket. C'est un petit bouquin, hein, vous voyez, c'est tout fin. Et puis, c'est écrit gros. Hein. C'est un bouquin qui a quand même eu le prix Babelio. Donc, on s'est dit, quand même, ça doit pas être une daube. Vous êtes d'accord avec moi? Alors c'est un feel good, soit, c'est rentré dans la catégorie feel good, romance, machin. Donc vous savez à quoi vous vous attendez. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir, quand vous prenez un bouquin, moi je vois des gens qui descendent des trucs, c'est pas c'est pas prendre un bouquin que vous détestez. Moi, si demain vous me faites une romance à l'eau de rose style Barbara Cartland, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc je vais pas le lire pour après lui casser la tronche. Mais là, on le lisait dans le cadre machin, et on cherche une brodeuse. Parce que l'année dernière, on a lu La brodeuse de Winchester, de Tracy Chevalier, qui partait bien, et qui a fini en eau de boudin. Hein. En gros, il y a une scène qui nous a fait hurler de rire, tellement elle n'était pas du tout, mais pas du tout réaliste. L'histoire était cucul à praline, et on s'est dit, on va pas faire mieux. Alors après, on a lu L'éternel fiancé de Agnès de Sarthe au mois de septembre, qui n'a pas été mieux, mais c'est surtout parce que en fait on n'a absolument pas compris pourquoi la romancière était partie de ça pour aller à là, alors que franchement à un moment donné elle s'est paumée dans les trucs, ou alors nous on s'est paumé, mais alors on a été plusieurs à se paumer parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, hein, donc voilà. Et donc là on s'est dit on va partir là-dessus, c'est léger, c'est au mois de juin, généralement ce genre de truc vous le lisez aussi vite que vous l'oubliez, bah c'est sûr, hein. Alors Rosie en plus a eu beaucoup de mal à finir les 30 dernières pages, si je me souviens bien. Moi je l'ai lu, on l'a lu en un week-end, mais on faisait autre chose à côté. Alors en fait on est en Italie, c'est une jeune femme, Sofia, qui revient en Italie du Sud, dans son petit village. Elle a habité longtemps à Paris, elle était amoureuse d'un garçon qu'elle a quitté parce qu'elle voulait repartir, d'après ce que j'ai compris, machin. Lui, il voulait se marier, avoir des enfants. Elle ne voulait absolument pas se marier. Elle ne voulait pas d'enfants pour l'instant, mais elle n'en voulait pas, donc ils se sont séparés, elle est repartie chez elle. Mais elle l'aime toujours un peu quand même, mais elle le déteste, c'est un connard, quoi. Voilà, bon, enfin, en gros. Je vous fais un résumé. Et donc elle arrive dans son petit village, et dans ce petit village il y a un bar, et le bar est tenu par Maria, qui est un peu le pilier du village. Tout le monde se concentre sur son bar un matin, le midi, le soir, et en fait tout le monde finit à un moment donné à poser ses fesses sur une de ses chaises pour parler avec elle, et elle est un peu l'oreille, la confidente de tous ces gens-là. Et donc vous vous dites, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Alors évidemment, on a senti arriver le fait que Chéri, enfin le Parisien, allait revenir, hein, on n'était pas complètement débile, mais on s'est dit, bon, ben voilà, et ça va passer par tous les soubresauts de la comédie romantique, machin, alors pas anglaise, là c'est italienne, mais... Et là, tout d'un coup, on voit arriver, alors Sophia a un frère, c'est Sophia qu'elle s'appelle, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, c'est terrible. Elle s'appelle Sophia, elle? Oui, c'est Sophia. Ça doit être écrit derrière. Oui, Sophia. Elle a un frère qui vit en Australie, qui est loin, etc. Et donc, un matin, il y a plein de petits vieux, vous savez, sur les bars, qui foutent rien. Et il y en a un qui joue aux cartes.
et qui est veuf. Et un matin, il découvre dans son jardin une jeune migrante africaine et son petit garçon. Elle est enceinte jusqu'au cou. Et donc, il décide de les protéger et il va s'allouer l'aide de Sophia pour qu'elle intercède auprès de sa meilleure amie, qui n'est autre que la bru détestée par Maria et qui est avocate. Et donc, tout ce petit monde va essayer de fournir des papiers, d'intégrer ces gens-là dans le village, etc. Alors, il y a une fête annuelle qui se prépare, mais Maria déteste sa bru. Elle la hait d'une force, enfin, elle la traite de tout, hein, limite, si elle lui dit pas connasse ou pétasse. Oh non, mais je vous assure. Et alors là, il y a tous les clichés. Pourtant, c'est petit. Il y a tous les clichés sur la détestation des Italiens du Sud envers ceux du Nord et réciproquement. Les clichés sur la belle-mère italienne, la mama qui aime que son fils, qui fait des pâtes, qui trouve qu'une femme doit se marier, avoir des enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de la cuisine, s'occuper des enfants, éventuellement travailler, mais s'occuper de la maison, et c'est comme ça qu'on s'épanouit, machin. Oh. Elle est veuve, mais elle parle à son mec, elle pense qu'il est là. Tous les clichés que vous pouvez imaginer. Alors, tous les clichés aussi sur la bouffe, tous les clichés sur les gens. C'est tellement téléphoné qu'à un moment donné, vous savez dès le début que le frère va revenir. Non, je vous spoil parce qu'il vaut mieux. Que le frère va revenir d'Italie et qu'il va tomber amoureux de la certaine personne qui est arrivée par hasard dans un jardin. Évidemment, Maria va se retrouver très embêtée quand sa bru va être enceinte. Et là, déjà, elle a un petit enfant. Donc, le deuxième, eh ben, elle se réconcilie avec sa bru. Hein. C'est la nouvelle Madone, sa bru, parce qu'elle lui donne un deuxième petit enfant. Et alors, quand ils vont à Paris, le coup du mec de Sofia qui emmène des Italiens pure souche du Sud dans un resto italien à Paris, avec tous les clichés du fait que, évidemment, les Français mangent avec la fourchette et la cuillère ou qu'ils coupent les pâtes. Alors déjà, le commun des mortels français, si vous avez une fois dans votre vie mangé dans un vrai restaurant, dans une vraie trattoria, vous avez côtoyé des vrais Italiens, vous savez très bien qu'on ne coupe pas les pâtes. Et que surtout, une cuillère, ça sert à rien dans la possibilité de manger les pâtes. Vous voyez, on tourne et on ne met pas la cuillère pour tourner. Enfin bon, bref. Mais tous les clichés, tous les poncifs, mais tout y est, tout. Et ça s'accumule de plus en plus. Vous voyez arriver les trucs à 20 km, l'histoire d'amour, le truc. Elle envoie en plus des cartes postales, parce qu'elle veut être guide touristique de son village. Elle envoie des cartes postales pour vanter les beautés du coin à son ex-mec. Évidemment qu'elle veut le récupérer, on a bien compris, même si elle le traite de connard. Son meilleur ami est forcément gay, donc forcément il a une autre vision de la vie. Il va débarquer en plein milieu de la Cambrousse. Voilà. Et on a fini en se disant, la brodeuse de Winchester, c'était Cucu la praline, mais c'était bien écrit et il n'y avait pas de cliché. À côté, la brodeuse, c'est un chef-d'œuvre. Ah bah, je vous le dis tel quel, hein. Voilà, donc... Ah bah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour se barrer? Ah bah, il faut. Il faut parce que j'étais dans une période où c'était pas trop avec la boxe et c'est toujours pas top. Donc, il fallait quelque chose pour, vous savez, faire un peu... Enfin, ça m'a pas fait très rire, hein. Je me suis pas mariée une seule fois, mais au moins ça m'a détendu. 2 minutes. Et j'ai fini donc par la pavasse. Ah, je vous montre parce que... Oui, je vous montre. Parce que c'est une pavasse qui fait, je crois, 530 pages. Et vous voyez, c'est écrit tout petit et la taille des livres chez Anne Carrière. Voilà. Alors ça s'appelle Rempart de Mathilde Ferré. Alors on est au Moyen-Âge, on est avec deux personnages principaux, bon il y en a d'autres, hein, mais principaux, donc un garçon et une fille. Héloïse qui est la fille d'un seigneur riche, évidemment noble, hein, qui va hériter du domaine de Papounet et de la dot et de tout ce qui va avec. Et Adalbin, qui, oui, comme Héloïse et... Oui, ah bah oui, qui est en passe d'être adoubé chevalier, mais qui n'est pas encore complètement, il a suivi tout le parcours page, et qui est en attente de son adoubement. Alors, lui vient d'une extraction très pauvre, et il va arriver quelque chose où vous pensez que la dame est en détresse, elle n'est pas si en détresse que ça, elle est plutôt avant-gardiste et assez énergique, la bestiole. Et donc c'est un roman
Alors, je voudrais pas vous spolier ce qui se passe, parce que c'est un roman que j'ai bien apprécié lire. Premièrement, parce que la plume de l'auteur est très appréciable, c'est fluide, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a un complot qui fait que bientôt il y a un espèce de soulèvement civil qui va se passer, donc elle va se retrouver un peu en danger. Elle a quand même on va dire bah, le devoir. Elle a le devoir d'être la dame, la dame de sa seigneurie. Et lui, bah, c'est un chevalier, donc il a les codes de la chevalerie, il a les codes de l'amour courtois, il a les codes d'aider quelqu'un qui est en détresse, et il a ce côté sacrificiel des chevaliers qui peuvent se sacrifier pour la cause, la dame, etc. Et donc on passe de tournoi à aventure, d'amour courtois, parce que là c'est vraiment l'amour courtois, à des emballements, à quelque chose qui va tout d'un coup survenir, vous ne voyez pas arriver, enfin vous voyez arriver, mais quand ça survient, vous êtes pas comme précédent dans le livre en disant ah non, non, vous dites ah, ça c'est bien, voilà, parce que vous attendez à ça, mais c'est écrit d'une façon comme un roman feuilleton, voilà, c'est un peu écrit alors pas dans la même langue, mais c'est écrit un peu comme ces romans, feuilletons qu'on voyait dans les journaux, dans les périodiques du 19e, où bah, tous les jours il y avait un rebondissement, où il y avait quelque chose qui faisait que bah, vous aviez envie de suivre la suite. Alors moi j'ai lu ça assez facilement, parce que elle a quand même les travers de toutes ces femmes-là, alors à la fois puissantes en argent, en ordre, en possession, et puis aussi à pouvoir donner des ordres et des coups. Mais aussi dans cet enfermement de ce côté où il y avait quand même des codes où une femme ne pouvait pas rester seule à cette époque-là, surtout pas mariée, ou en tous les cas, elle devait absolument avoir les meilleurs alliés pour pouvoir se tenir le mieux possible. Alors oui, elle lutte pour son village, oui, elle lutte contre des ennemis, oui, elle a un chevalier à son bras, entre guillemets, qui est là, planté comme un pilier, on va dire. Elle lutte pour ses remparts, elle lutte pour sauver quelque chose, et lui, il est là, évidemment, son pendant masculin, ça se répond assez bien. Il n'y a pas de... J'ai pas de souvenance de dialogue qui soit cucul à praline ou qui soit trop bête. L'auteur explique des mots sur certaines choses qui sont vraiment liées au Moyen-Âge. Moi, j'ai pas eu à regarder les notes de bas de page parce que je savais. Mais voilà, elle a pris le parti un peu comme moi je fais souvent de faire des bas de page parce que pas tout le monde a une culture sur certains moments d'histoire. Je vous dis, moi j'ai bien aimé. Y a des personnages qui tournent autour d'eux, qui sont importants mais sans être primordiaux. C'est agréable. Voilà, c'est vraiment un roman romanesque. Voilà, c'est un roman romanesque. C'est historiquement tout à fait plausible. Et il n'y a aucun moment, ouais, il y a des libertés, il y a des petits clichés, mais c'est des clichés qui vont avec l'époque. Attention, pas comme l'ADN. C'est des clichés qui vont avec l'époque, parce que quand vous écrivez sur le Moyen-Âge, et je connais un peu le sujet avec Assian, c'est que vous avez forcément des choses qui se sont passées à cette époque-là, et alors vous, ça vous paraît cliché, mais c'est des choses qui étaient effectives à l'époque. Donc c'est des clichés de Moyen-Âge, c'est des choses qui sont... Vous ne pouvez pas passer outre, parce que sinon vous ne faites pas un roman historique, ou vous ne faites pas quelque chose qui est historiquement vrai, vous faites une dystopie ou une chronie. Voilà, ou vous faites de la science-fiction en calquant sur le Moyen-Âge. Vous faites de la fantaisie, mais vous ne faites pas un roman historique. Voilà. Donc... il faut en passer par là, elle est passée par là, elle est fort bien passée par là. Moi, je vous dis, j'ai pas vu passer les 530 pages, et j'ai aimé que, effectivement, de temps en temps, il y a des petits poèmes, il y a des trous verts comme ça qui passent et qui donnent leur ressentiment sur la dame. Il y a des moments où
où elle chevauche, où il y a des morceaux de bataille à un moment donné. Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe, même dans les moments un peu plus calmes, les plus romanesques, il y a quelque chose. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Si vous voulez un roman historique sur le Moyen-Âge, avec des personnages assez sympathiques, vous prenez pas la tête, vous suivez ça comme un feuilleton à la télévision, oui, les romans périodiques, les romans journaliers qu'il y avait dans les périodes, ou si vous aimez Dumas, des trucs comme ça, vous voyez, ce genre de fresques romanesques qui vont et qui ont un petit message derrière. Allez-y, moi je vous dis, je ne regrette absolument pas l'intuition que j'ai eue quand j'ai vu passer ce roman. Je me suis dit, sans regarder le truc, je me suis dit, il est pour moi. Voilà, et j'ai bien fait. Donc Rempart, Mathilde Ferré, c'est chez Anne Carrière. Donc ça, c'est le dernier lu, ça c'est l'avant-dernier. David Joy, toujours un petit bonheur absolu. Si vous voulez vous marrer, vous avez l'humour souverain de Sa Majesté. Si vous détestez Céline, ne lisez pas, sinon allez-y. Non mais je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont mis en SP. Oh, mais tu lis le dernier Céline, mais quelle horreur ce type, il faut pas lire ce genre de livre. Bah je lis un peu ce que je veux déjà premièrement. Et puis deux, on ne meurt, il faut pas mourir idiot. Voilà, donc il faut lire. Comme ça, après, on peut critiquer. Si vous critiquez sans avoir lu, c'est débile. Voilà. Donc, L'accident de chasse et Klaus Barbie. Donc, tout ça, c'est les livres que j'ai lus au mois donc, de juin. J'étais assez contente d'avoir lu tout ça. Voilà, c'est des bonnes lectures. C'est très agréable. Et j'ai passé de bons moments pour certains. Moins pour celui dont je vous ai parlé. Voilà. Mais sinon, c'est un bon mois, très bon mois de juin. Vous verrez ma pile à lire de juillet. Il y a une thématique. J'ai pas fait exprès. Mais j'avais envie de lire cela. Et donc après, je me suis aperçue qu'il y avait une thématique. La fille qui... non, mais comme d'habitude. Lisa, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est le bilan de année, donc de mi-2022. Alors, comme vous le savez, tous mes livres sont ici. Donc, je ne vais pas aller déterrer mes bouquins pour vous les montrer à l'écran. Je vais les citer. Je vais essayer... et à chaque fois, alors je ne le fais pas à chaque fois, mais là, je monterai, je mettrai un bandeau dessous avec le nom, etc. pour que vous ayez le temps de regarder, mais je ne peux pas me permettre... Alors, premièrement, mon logiciel ne me permet pas de mettre des incrustes, enfin, pas trop. Ou alors, c'est mal foutu. Et s'il faut que je mette là-dedans, alors il y en a certains que je vois qui sont là, donc je peux peut-être vous les trucs, mais l'important c'est que je vous les dise à l'oral, le reste vous en avez un peu rien à carrer, en gros, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Donc prochaine vidéo, le bilan de mi-2022, et la suivante, ça sera forcément la pile à lire de juillet. Donc le bilan c'est dimanche, et la pile à lire, ça sera mercredi prochain. Je n'aurai sûrement toujours pas internet, donc je profite des wifi et des internets des autres qui me prêtent allègrement leur box pour que je puisse mettre mes petites vidéos et mes petits podcasts. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je repose la tête, j'ai mal à la tête. Voilà, non, on s'en fout. Et d'ici là, voilà. Moi, j'ai chaud, il faut que je fasse absolument. Je vais attacher les cheveux, j'ai encore chaud. C'est insupportable.